de Active Directory. Voilà, Active Directory. Et Active Directory a une version cloud, une version Azure, qu'on appelait Azure Active Directory. Bon, son nom a été changé en Entra ID. Sinon, au départ, jusqu'à début de cette année, c'était Azure Active Directory. Donc, nous allons voir quelle est la différence entre l'Active Directory on-prem qu'on connaît, qu'on utilise pour gérer les identités, les droits, les autorisations, et l'Active Directory qui est dans le cloud qu'on appelle Entra ID. Voilà. Nous allons voir également comment on gère les utilisateurs et les groupes dans Entra ID. Il y a quand même une petite différence hein, avec l'Active Directory standard. Donc, à gauche, vous avez l'Active Directory standard, ici de Windows Server. Et à droite, vous avez Entra ID, qui est la version cloud de Active Directory. Alors, les deux sont utilisés pour gérer les authentifications et les autorisations des utilisateurs et des groupes. Ça, c'est ce qu'ils ont en commun. Que tu sois on-prem ou bien sur le cloud, que tu utilises Active Directory standard ou Entra ID, l'objectif, c'est de pouvoir gérer hein, les utilisateurs, les groupes, avec les authentifications et les autorisations. La différence fondamentale va se situer au niveau des méthodes d'authentification. Donc, l'Active Directory standard va utiliser comme méthode d'authentification le Kerberos ou bien le NTLM, sinon, bon, ou EE, mais actuellement, c'est le Kerberos qui est utilisé. Pendant que l'Intra ID va utiliser le SAML, le Authentication, OpenID et Windows Federation. Donc, vous voyez que les méthodes d'authentification sont carrément différentes. Alors, pourquoi sur Azure, on utilise d'autres méthodes d'authentification? C'est pour permettre à Entra ID, excusez-moi une minute, donc, les méthodes d'authentification sur Azure vont permettre à Entra ID de pouvoir gérer, ça c'est une des différences fondamentales, de pouvoir gérer des utilisateurs venant hein, d'autres sources. Alors, pour ceux qui ont déjà travaillé avec Active Directory standard, si un utilisateur n'existe pas ou bien n'a pas été créé dans l'environnement Microsoft AD, vous ne pouvez pas le manipuler. Voilà. Alors que quand tu es sur Azure, même si l'utilisateur a été créé dans un environnement Linux, dans un environnement Microsoft, il ne sait pas où, peu importe hein, sa source, Microsoft Entra ID peut le gérer. Et ça va donner lieu à un type d'utilisateur qu'on appelle des utilisateurs invités. On va voir tout ça. Donc, ça veut dire que je peux avoir mon compte Gmail et on peut me créer comme utilisateur invité dans Entra ID. On peut même me donner des droits. Voilà, on peut même me donner des rôles. Ce qui est différent de l'AD standard on-prem. C'est bon? Voilà. Oui, oui. Et grâce à tout ça, c'est grâce à OpenID. Aussi, ce que vous devez savoir, c'est que par exemple, quand vous créez un compte sur tout ce qui est orienté grand public, hein, service grand public de Microsoft, comme par exemple Outlook.com, Outlook.fr,
les lives, Hotmail, Mhm. automatiquement, je dis bien automatiquement, sinon de facto, c'est Intra ID qui vous gère. Pourquoi? Parce que euh, derrière tous les services que Microsoft offre, il y a toujours un AD qui fait fonctionner les choses. Je Ok. m'explique encore. Quand vous êtes on-prem, si vous déployez une solution de messagerie, s'il n'y a pas d'Active Directory, ça ne va pas marcher. SharePoint, il faut Active Directory. Vous comprenez? Toutes les Mhm. solutions que Microsoft propose, on vous dira toujours, il faut Active Directory pour que ça fonctionne correctement. Mhm. Et il en va de même, il en est de même quand on est dans le cloud. Donc, même quand vous êtes en train d'utiliser Hotmail pour envoyer vos mails, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as créé ton compte Hotmail là, ça a été déversé dans une base de données intra-ID quelque part. Donc, ne soyez pas surpris quand vous êtes là et que vous recevez des pubs, comment vous appelez ça, publicité visée ou bien, je sais pas moi quoi. Parce qu'en réalité, on donne autorisation à ces gars-là de manipuler nos informations, nos données, mais on ne sait pas. Donc, toutes les solutions gratuites de Microsoft que vous voyez là, que ce soit WhatsApp, que ce soit LinkedIn, que ce soit GitHub, que ce soit Hotmail, tout ça, derrière, c'est comme un backbone en fait, se trouve le Intra ID qui permet le fonctionnement correct de tous ces services-là. Mais le grand public ne le sait pas. Et c'est, bon, je ne dirais pas que ça fait froid au dos, mais bon, c'est comme ça. Du point de vue technologique, c'est ça. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'ils en font? Ça, c'est du point de vue éthique, c'est autre chose. Voilà. Maintenant, sur le cloud, on va utiliser Intra ID pour gérer aussi hein, des applications, pour gérer aussi des plateformes. Donc, chez Azure, on a trois niveaux dans le cloud. On a la partie infra, on a la partie plateforme et on a la partie software. On va voir plus Mhm. en détail devant. Donc, le Intra ID permet de gérer les applications et les services, les ressources dans, dans les trois niveaux du cloud que je viens de citer. Donc, que tu sois dans la partie infra, tu as besoin de Intra ID pour gérer les autorisations, les authentifications et autres. Que tu sois dans la partie plateforme, tu as aussi besoin de Intra ID pour gérer les mêmes autorisations. Et que tu sois dans la partie software, comme Microsoft 365, là encore, un petit point d'attention pour ceux qui ont déjà vu hein, à quoi ressemble euh, le centre d'administration de 365 ou bien qui ont déjà vu simplement 365. Mhm. Pour créer, par exemple, hein, un compte mail sur 365, voilà, vous faites nouveau utilisateur, voilà, vous créez à quoi doit ressembler son adresse email. Quand vous finissez de créer, c'est fini. Mhm. Mais c'est pas fini, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En réalité, Office 365, c'est une solution de collaboration. Donc, il y a la Mhm. messagerie, il y a plein de trucs dedans. Donc, quand tu crées un compte dans Microsoft 365, en réalité, ce compte-là va être déversé dans la base de données de l'AD qui est Intra ID. Mhm. Oui, c'est comme ça que ça marche. Donc, pour que 365 même fonctionne, derrière, il y a un Intra ID. Sinon, derrière, il y a un Active Directory. Mhm. Mais le commun des modèles ne sait pas. Bon, aujourd'hui, vous êtes venu à la table des rois, donc je vous informe. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? Voilà. Mhm. Donc, on va utiliser Intra ID pour créer des utilisateurs, pour créer des groupes, pour gérer l'accès aux applications, pour gérer l'accès aux ressources. Je vais définir ce que c'est qu'une ressource après. Hein, pour gérer les autorisations et les authentifications sur tout notre
comment je fais ça, notre cloud, c'est-à-dire que ce soit dans la partie infra, plateforme et autres. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, excuse-moi. Oui, Je voulais juste avoir une précision. oui, L'intra ID, c'est uniquement que dans le cloud. oui. OK. Intra ID, si tu veux, c'est l'équivalent de Active Directory OK, ça marche. dans le cloud. Maintenant, vous allez entendre parler de intra. Et souvent, il ne faut pas confondre. Donc, Microsoft a créé intra pour regrouper tous les services et toutes les solutions qui gèrent la partie sécurité. C'est un peu comme quand on avait la suite Forefront. Microsoft Forefront pour ça. Microsoft, après, c'est devenu, on appelle System Center. Donc, il y a System Center Data Protection, System Center Configuration Manager, System Center, ainsi de suite. Donc, vous allez entendre Microsoft Intra quelque chose. Microsoft Intra tant. Microsoft Intra tant. Donc, c'est le regroupement de tous les services et toutes les solutions de sécurité de Microsoft. Ça peut être sécurité des endpoints, sécurité des utilisateurs, sécurité des applications, sécurité des données, mais en tout cas, tout ce qui concerne la partie sécurité chez Microsoft, vous allez entendre parler de Intra. Mais Intra ID, c'est l'équivalent de Active Directory dans Azure. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, on y met les pieds tout doucement. Il y a des concepts, sinon des mots que vous devez, sinon pour lesquels vous devez avoir la définition en vous. Donc, par exemple, quand vous entendez parler de identité, une identité, c'est quoi? Allô? Mhm. Excusez-moi, hein, ce sont mes... Donc, une identité, c'est un objet qu'on peut authentifier. Alors, rappelez-vous que l'Active Directory standard, par définition, lui, il va gérer les objets et leurs attributs. Donc, je peux répéter, hein, si vous n'avez pas bien Mhm. compris. Donc, l'AD, on-prem, là, Mhm. permet de gérer des objets avec leurs attributs. Les objets, on en a de deux types. Soit c'est un utilisateur, soit c'est un ordinateur. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous partez dans Active Directory, vous avez un outil qu'on appelle User and Computer Active Directory, utilisateur ordinateur Active Directory. C'est ça. Parce que son rôle premier, c'est de gérer les utilisateurs, les ordinateurs et leurs attributs. Alors que quand on est dans Azure, on ne parle plus d'objets comme dans l'AD on-prem. Ici, on parle de ressources, on parle d'identité. Donc, tout ce qui peut être authentifié devient ici une identité. Donc, si par exemple, vous créez une application, si on peut authentifier, ça devient une identité. Vous voyez que c'est carrément différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'AD on-prem. Mhm. Donc, ici, l'identité ne se limite pas seulement à un utilisateur ou à une machine. Oui, Ça va machine. au-delà de tout ce qu'on peut authentifier. Ça peut être, je ne sais pas, un service, ça peut être une application, ça peut être une appliance, voilà. Tout ce qu'on peut authentifier devient une identité. Et un compte, c'est une identité à laquelle sont associées des données. Donc ici, les données, ici, ce sont les attributs dont je parlais. Donc, si vous créez
une identité, c'est-à-dire un objet, hein, à laquelle est associé des données, ça devient un compte. Donc, vous créez Kona, qui a des attributs, ça devient un compte. Voilà. Donc, le compte ne se limite pas seulement aux utilisateurs, mais à d'autres ressources. Et un compte Microsoft Entra ID, c'est un compte qui aura été créé par, sinon dans Entra ID, ou bien dans un autre service cloud de Microsoft. Donc là, on revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Si on crée un compte dans Entra ID, il a de manière intrinsèque la même valeur qu'un compte qui a été créé dans Microsoft 365. La même valeur qu'un compte qui a été créé dans Outlook.fr, dans Outlook.com, dans Hotmail. Ils ont les mêmes valeurs et je peux dire qu'ils sont stockés dans les mêmes bases de données. Pas dans les mêmes instances, mais dans la même base de données. Je vais expliquer ça aussi après. Donc, là, M. Koulibaly peut nous aider hein, s'il a fait les bases de données. Là. Donc, quand vous partez créer un compte Hotmail, ne pensez pas que voilà, Microsoft a toutes les informations sur vous. Voilà. Donc, on dit un compte Intra ID, c'est un compte qui a été créé soit dans Intra ID lui-même ou bien dans un autre service cloud de Microsoft. Or, Hotmail, c'est un service cloud. Outlook, c'est un service cloud. LinkedIn, tout ça. Donc, chaque fois que vous créez un compte, dites-vous que votre compte-là est vu dans Intra ID. Maintenant, après, ne venez pas me dire, comment vous appelez ça, ce truc-là? Protection des données à caractère personnel. Tu protèges ça comment? Ah, ou bien, tu protèges ça comment? C'est un abus de langage pour conforter Voilà. raison. Non, n'ayez pas. Bon, je dis ça, comme je l'ai dit, aujourd'hui vous êtes à la table, donc il faut que je vous dise, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. Si vous ne vous reprochez rien, n'ayez pas peur. C'est bon? Oui. OK. Vous devez aussi savoir ce que c'est qu'un locataire, un annuaire. Bon, je préfère souvent les expressions en anglais. Ici, on appelle ça tenant. Un tenant. Donc, le tenant, c'est une instance dédiée et approuvée à votre organisation. Voilà. Donc, il va être créé automatiquement quand votre organisation va souscrire pour un abonnement. Donc, par exemple, le jour Miss Ange décide d'avoir un abonnement Azure avec Microsoft, ce jour-là, Microsoft va lui créer un tenant. Donc, si tout à l'heure, si vous avez bien suivi l'argumentaire, Intra ID, c'est un peu comme la grande base de données. Et chaque fois qu'une entreprise sollicite un contrat avec Microsoft, on va créer sur cette même base de données une instance pour l'entreprise. Donc, c'est l'instance-là qui devient votre plateforme Azure, si vous voulez. Vous comprenez, non, Monsieur Daouda? C'est le même fonctionnement que SQL. Hein. Oui, oui, je comprends très bien. Donc, oui. Donc, Intra ID, c'est la base de données. Et chaque fois qu'un client vient solliciter un abonnement, on lui crée une instance. Donc, tu vas voir, par exemple, l'instance de ascenseservice.com, l'instance de msc.com, l'instance de agl.com, l'instance aglgroup.com. Tout ça, ce sont des instances ou bien des tenants, mais dans la même base de données qui est Intra-ID. Et ce qui est intéressant, c'est que, c'est pourquoi j'ai fait le parallèle avec SQL, c'est que ce qui se passe dans une instance ne touche pas ce qui se passe aussi dans
Autre Une autre instance. instance, voilà. Donc, s'il y a un problème dans une instance, le problème comment on peut dire ça? Une copie. Reste, voilà, c'est que c'est circonscrit en fait. Voilà. Donc, c'est carrément isolé. Toutes les instances sont isolées. C'est la même base de données intra, mais chaque instance est isolée. Voilà. C'est ce qui va faire, quand on va aborder la partie réseau, c'est ce qui va faire que, étant sur la même base de données, AGL peut utiliser un espace d'adressage de 192.168.1.0. M. Daouda aussi, dans son instance, il peut utiliser la même adresse réseau, mais il n'aura jamais de conflit parce que chaque instance est isolée. Mhm. C'est bon? Mm. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez votre première instance ou bien votre premier tenant, vous pouvez en créer d'autres. Voilà. Mais comme je l'ai dit, les instances sont isolées. Mais avec votre compte admin, hein, vous pouvez créer d'autres instances et toutes les instances que vous avez créées avec le même compte sont manageables avec le même compte admin. Donc, quand vous allez vous connecter, hein, par exemple, moi, quand je me connecte pour MSC, je peux voir, par exemple, tous les tenants, hein, qui sont créés, même s'ils ne m'ont pas donné le droit de pouvoir manager, mais je vois. Et Mhm. la magie, c'est que en tant qu'administrateur, si vous administrez plusieurs organisations, vous pouvez passer d'un tenant à un autre sans problème. Donc, Ah. tu es en train de faire un travail dans, par exemple, le tenant de Assens. Si tu as une demande dans le tenant de MSC, tu n'as qu'à switcher. Hein, le même compte te permet de switcher et d'aller dans l'autre tenant. Si tu finis, si tu es revenu, tu reviens, ainsi de suite. C'est bon? Mhm. Voilà. Maintenant, le dernier, l'abonnement, ça ressemble, sinon je vais faire plusieurs comparaisons pour que vous compreniez mieux. C'est grâce à l'abonnement que vous allez pouvoir payer les services Azure que vous consommez. Donc, ça ressemble, à votre numéro de téléphone prépayé que vous chargez et chaque fois que vous appelez, on vous coupe. Mhm. Voilà. On n'attend pas que vous finissez l'appel avant de vous couper, hein. Au fur et à mesure que vous communiquez, Mhm. la machine est en cours et ça vous coupe, 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 coupe. Quand vous n'avez plus d'argent dedans, on dit vous ne pouvez plus appeler. C'est là, c'est le même fonctionnement qu'il y a Azure. Donc, quand on vous crée un tenant, vous avez un abonnement, c'est comme un compte en fait, et vous mettez de l'argent dedans. Tout ce que vous allez utiliser sur Azure, comme je l'ai dit au départ, rien n'est gratuit. Voilà. Mhm. Il y a des services pour lesquels ils vont vous afficher le prix. On dit ça là. Quand tu veux utiliser ça, ça va te coûter tant le mois. Mais il y en a qui sont, je peux dire, subtils, qu'on ne peut pas calculer en tant que tel. Voilà. Mais c'est payant. Voilà. Donc, chaque fois que vous sollicitez un service, vous devez indiquer l'abonnement qui va servir à payer ce service-là. Voilà. Et chaque fois que le service va tourner, c'est dans cet abonnement qu'on va couper l'argent. C'est bon? Mhm. Hmm. Maintenant, une autre chose, c'est que quand vous avez un tenant ou bien une instance, vous pouvez avoir plusieurs abonnements. Mhm. Mais un abonnement ne peut pas servir plusieurs instances. D'accord. Donc, M. Daouda a plusieurs numéros de téléphone. Donc, il a plusieurs abonnés. Bah, c'est ça, non? Mais le même numéro de téléphone ne peut pas servir à plusieurs personnes. Mhm. Je parle du téléphone mobile, bien sûr. Donc, votre numéro de téléphone, c'est pour vous et vous seul. Mais vous pouvez avoir plusieurs numéros de téléphone. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir sur certaines plateformes, on a un abonnement pour les environnements de développement et test. On a un abonnement pour la pré-prod ou bien pour les formations et autres. Et puis, on a un abonnement pour tout ce qui est la production.
Donc, vous voyez que dans le même instant, dans la même instance, pardon, dans le même tenant, on peut avoir plusieurs abonnements. Voilà. Mais un abonnement ne doit pas servir à plusieurs tenants. C'est bon? Mhm. OK. Donc, on a plusieurs types de intra-ID. Donc, on va sur Azure. On a intra-ID gratuit. Alors, on l'obtient comment? Quand vous partez, vous tapez sur Google, créer un compte Azure, le premier lien qui sort dans le résultat, vous cliquez dessus, vous allez vous créer un compte Azure avec un tenant gratuit. Et ce tenant-là vous permet de gérer le SSO, de faire par exemple l'authentification fédérée, de gérer aussi le MFA, l'authentification multifacteur, et de gérer, comment on appelle ça, les comptes en libre service, qu'on appelle le self-service password. C'est-à-dire que vous pouvez paramétrer pour que chaque utilisateur puisse modifier son mot de passe quand il le veut. Ça existe, hein, sur MIME et autres. Voilà. Donc, lui, il est gratuit. En dehors de ça, on a le Intra ID P1 et on a le Intra ID P2. Alors, eux, ils sont payants. Et bien sûr, toute la suite des fonctionnalités. Et on a la partie gouvernance qui est un peu comme un plus. Là, ça s'adresse à ceux qui ont le P1. Donc, quand vous avez la gouvernance, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle le Privileged Identity Management, le PIM. Voilà. Et puis, l'approvisionnement automatisé d'utilisateurs de groupes dans les applications. Donc, quand vous avez une application, je dis n'importe quoi, tierce que vous avez déployé, vous pouvez, au lieu d'aller créer les comptes localement sur l'application, même si l'application ne peut pas gérer le SSO, mais cette fonctionnalité permet, hein, depuis l'application, de récupérer la base de données des utilisateurs dans Intra. Voilà. Donc, c'est un petit plus. Mais dans le lab, vous aurez affaire à un Intra ID version P2, avec toutes les fonctionnalités pour pouvoir faire vraiment tout ce qui est possible. Wow. Ouais. Bon, comme c'est dans le lab, là, vous n'allez pas payer. Sinon, en réalité, c'est payant. Maintenant, on appelle. OK, donc, le self-service dont je vous parlais, voilà un peu comment ça se passe. C'est pas qui a déjà utilisé ça. Self-service password. J'ai jamais utilisé. Non, Tu je n'as me jamais, rappelle plus de ça, tu mais n'as s'il te jamais plaît. entendu parler. Monsieur Si, Daouda. si. Mhm. Allô? Oui, tu as déjà utilisé ça, non? Bon, je ne saurais le dire, hein. Si, tu as déjà utilisé. Peut-être que tu ne sais pas que c'est ça. Oui, sûrement, sûrement, sûrement. Non, mais même chez AGL, hein, dans, comment on Oui, appelle ça? c'est vrai que j'ai déjà venu te voir pour des problèmes comme ça et que j'ai eu à gérer ça moi-même finalement. Je crois que tu as raison. Voilà, voilà. Donc, on configure pour dire, bon, si un jour l'utilisateur perd son mot de passe, il ne faudrait pas qu'il vienne fatiguer l'IT. Parce que le fait de réinitialiser un mot de passe, ce n'est pas une tâche à valeur ajoutée. Donc, l'utilisateur lui-même peut faire. C'est bon? Mais je laissais même ce côté même. Dans la vie active, hein, nos solutions gratuites qu'on utilise là, hein, Mhm. souvent on fait ça. Quand vous arrivez sur les Gmail, quoi, souvent tu oublies ton mot de passe. On ne pas s'oublier. Hein. Mhm. Oui, et puis on te dit, voilà comment tu dois faire pour pouvoir réinitialiser le mot de passe. Ça peut être Mhm. par adresse email,
Ça peut être par numéro de téléphone, bien des questionnaires, quelque chose comme ça. Et puis, ça vous permet de récupérer votre mot de passe sans que quelqu'un n'intervienne. Vous voyez ça, non? C'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que ici, c'est dans un environnement corporate. C'est tout. Non, c'est la même chose. Maintenant, ce service est configurable. Voilà. On doit dire quels sont les utilisateurs qui doivent être soumis à ce fonctionnement-là. Bon, bien entendu, tu vas pas aller demander à un DG lui-même chaque fois de... Non. Donc, on le fait vraiment pour le commun et on choisit la méthode. Et en général, on va choisir peut-être entre 3 et 5 questions. Et quand c'est configuré pour l'utilisateur, il va recevoir un mail sous forme de notification, il clique sur un lien et il va aller répondre à des questions. Par exemple, quand il a dit les questions, vous allez vous retrouver. Par exemple, le nom de ton premier, comment on peut dire ça, ton premier directeur ou bien quelque chose comme ça, le nom de ton école primaire, ta couleur préférée, l'entreprise où tu as travaillé pour la première fois, des trucs comme ça. Vous vous rappelez, non? Voilà. Et quand tu réponds à ces questions-là, je vous en prie, n'oubliez pas les réponses. Voilà. Donc, choisissez les réponses évidentes pour qu'au moment venu, vous puissiez vous souvenir. Bon, si vous êtes l'IT aussi, n'allez pas configurer comment je fais ça, des questions pour lesquelles les réponses peuvent varier dans le temps. Ange, Ouais. voilà. Si on dit, par exemple, quel est le nom de ton chéri, je Mais ne là, te, ça ne sou- varie pas dans le temps. je ne te souhaite pas. Je ne te souhaite pas. Mais pour les plus jeunes, voilà, ça peut être Jean aujourd'hui. Et puis 5 ans après, ça peut être Pierre. Donc, choisis par exemple, le nom de ta maman, ça ne va pas varier. Qu'elle soit vivante ou décédée, ça ne va pas varier. Hein? C'est ça. Le nom de ton école primaire, ça ne va pas varier. Ouais. Voilà. Ou bien ta couleur préférée. Bon, ça peut ne pas varier comme ça peut varier aussi. Ça dépendait. Ah, ah. Par exemple, tu as quelqu'un qui aime que tu t'habilles en blanc. Donc, le fait de t'habiller en blanc toujours, là, quand on va te demander, mais qu'est-ce que tu aimes? Tu as dit non, c'est la couleur blanche. Alors qu'au fond, peut-être c'est la couleur bleue. Donc, le jour où tu vas répondre à la question, il a dit, ah, en fait, c'est la couleur bleue. Hein. On te dit non, la réponse n'est pas correcte. Voilà. Donc, fais beaucoup attention à cela. C'est bon? Maintenant, comment on gère les utilisateurs, les groupes dans Intra-ID? Bon, là aussi, il y a une petite révolution. Dans Intra-ID, tous les utilisateurs qui doivent utiliser un service ou une application doivent avoir un compte. Ça, c'est la base, c'est un préalable. Et les comptes sont créés de manière, je peux dire, on appelle ça flat structure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas d'unité d'organisation. Si tu as 10 000 utilisateurs, les 10 000 sont déposés au même endroit. Voilà. Tu peux les classer hein, par date de création, par ordre alphabétique, mais quand tu as beaucoup d'utilisateurs, eux tous sont logés au même endroit. Il n'y a pas d'unité d'organisation. Deuxième élément, on peut avoir des comptes invités, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis des comptes qu'on crée directement dans Intra-ID. C'est bon? Et une fois que l'utilisateur est créé, que ce soit en invité ou bien directement dans Intra-ID, on peut maintenant compléter les informations euh, que j'ai appelées tout à l'heure les attributs. Donc, par exemple, M. Daouda, il est chef de département, son numéro de téléphone, on peut ajouter sa photo, le département, qui est son patron, ainsi de suite. Donc, tout ça sont les informations supplémentaires qui représentent les attributs. Donc, un utilisateur peut être créé ou bien un utilisateur invité. Alors, quand tu es invité, on met juste son adresse email actuelle, il reçoit un mail, il accepte et son compte est ajouté dans Intra-ID. Une fois que son compte est ajouté, on peut le manipuler comme si c'était un compte qui avait été créé directement. Autre chose, il y a un élément qu'on appelle la corbeille. Bon, ça existe dans l'AD on-prem,
Mais par défaut, c'est pas activé. Il faut l'activer. Mais sur Azure, c'est déjà implémenté, c'est déjà activé par défaut. Donc, tout objet, tout utilisateur, tout compte que vous allez supprimer, on a un délai de carence de 30 jours. La suppression n'est pas définitive. Voilà, dès que vous faites supprimer, le compte va aller dans un semblant de corbeille pendant 30 jours avant d'être supprimé définitivement. Donc, pendant ces 30 jours-là, vous pouvez toujours récupérer le compte. Voilà, si vous vous rappelez que vous vous êtes trompé, bien sûr. C'est bon? Ça peut aller. Serge, Serge, Oui, je suis là. C'est bon. oh, si ça ne va pas, tu me dis, hein. Non, il n'y a pas de souci, je suis. OK. Maintenant, pour la création de groupes, alors on a deux types de groupes. Hein. Vous connaissez tout ça, on a ce qu'on appelle des groupes de sécurité. Vous avez toujours entendu parler de ça, non? Groupe de sécurité, groupe de sécurité, groupe de sécurité. Oui. Voilà. Donc, un groupe de sécurité, c'est un groupe euh, qui offre la possibilité de pouvoir appliquer des mesures de sécurité. Voilà. Donc, avec ce groupe-là, on peut appliquer des mesures de sécurité. Ensuite, on a des groupes 365. Alors là, c'est nouveau parce qu'avant, c'était un groupe de distribution. Dans Mhm. l'AD on-prem, c'est groupe de distribution. Dans Intra ID, c'est groupe Microsoft 365. Donc, ça joue le même rôle. Hein. Ce sont des groupes qui sont utilisés pour des options de messagerie. Hein, les mails de groupe, des trucs comme ça, voilà. Ça. Pardon, Maintenant, tu on dis a... Oui, dans oui. l'AD, ça s'appelle groupe de Dans- distribution, c'est ça? oui, dans l'AD on-prem, c'est groupe de distribution. C'est bon? D'accord. Oui, oui. Voilà. Maintenant, comme Microsoft, eux, ils aiment changer, peut-être que si tu prends Windows Server 2025, tu as trouvé encore Microsoft 365 là-bas. Donc, pour votre information, il y a Windows Server 2025 qui est là. Ah, c'est bon. Ils ont déjà testé, c'est stable, tout ça, ils ont commencé avant. C'est un bêta. Ah, d'accord, ok. Bêta. Donc, en dehors du type de groupe, on a le type d'appartenance. Ah, ça, il y a un lab intéressant là-dessus que vous allez faire. Alors, on a l'appartenance attribuée, on a dynamique. Attribué, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que quand vous créez un groupe, vous ajoutez manuellement les membres à ce groupe. Ça, c'est ce qu'on appelle Mhm. attribué. Dynamique, Mhm. vous allez mettre en place une configuration qui va se charger de l'ajout ou du retrait des membres de manière automatique en fonction d'un critère ou bien des critères que vous allez éditer. Donc, par Mhm. exemple, tout à l'heure, je disais que M. Koulibaly est chef du département. C'est un exemple, hein, je le souhaite pour toi. Enfin, j'allais te poser la question, hein. Je le souhaite pour toi. Donc, par exemple, on dit tous ceux. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé des attributs. Quand on crée un compte, il faut prendre soin de renseigner les autres informations. Il ne faut pas se limiter seulement à mettre le first name, le last name, et puis l'adresse. Non, il faut compléter parce que on peut avoir besoin des autres informations pour faire d'autres configurations par la suite, ou bien automatiser certaines choses par la suite. Donc, quand on crée un utilisateur, il y a une partie, hein, département, on peut remplir, ou bien service, on peut remplir, direction, tout ça, on peut remplir, localité, tout ça, on peut remplir, équipe, tout ça. Donc, ici, on peut dire, par exemple, tous les utilisateurs qui sont du département marketing appartiennent à un groupe X qu'on a créé. Mais comment faire pour savoir qu'un utilisateur du département marketing si lors de la création, on n'a pas renseigné la partie département? Mhm. Vous comprenez? Donc, c'est Mhm. très important de le faire. Mais la magie, c'est que l'appartenance au groupe est automatique. C'est-à-dire que dès que je mets marketing, automatiquement, il devient membre.
Mhm. Donc, tout ce qu'on va appliquer à ce groupe-là, monsieur va recevoir. C'est ça. Maintenant, si un matin, monsieur Daouda n'est plus chef du département marketing, qui devient directeur commercial, Mhm. dès qu'on modifie la partie département, il n'est plus membre de ce groupe. Vous comprenez, non? Donc, Mhm. pour que le fonctionnement dynamique soit propre, parler comme les Ivoiriens, le premier élément, c'est de renseigner les informations lors de la création. Deuxième élément, c'est d'éditer les critères et de faire la configuration. On va voir dans un lab comment on paramètre cela. Au niveau des licences utilisateurs, alors, dans Azure, on a deux types de licences. On a les licences intra-ID, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a le gratuit, le P1 et le P2, et puis la partie gouvernance. Et puis, on a les licences Microsoft 365. Voilà. Mhm. Donc, du coup, les licences intra-ID, on ne les attribue pas aux utilisateurs. Non. C'est pour votre plateforme, ou bien votre tenant, si vous voulez, ou bien votre souscription. Donc, si vous êtes de P1 et que vous devez passer à P2, Microsoft va vous donner un ID. Et il y a un endroit dans votre portail où vous partez renseigner cet ID-là pour passer de P1 à P2, pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Vous voyez? Donc, ces licences-là de intra, on les applique pour tout l'environnement. Ce n'est pas pour un seul individu. Par contre, les licences Microsoft 365 qui sont Mhm. modulaires, on les applique individu par individu. Mhm. Voilà. Donc, si vous avez 100 utilisateurs et que vous payez 100 licences Microsoft 365, il faut que vous activez la licence pour chaque utilisateur. Pourquoi? Parce que la licence, comme je l'ai dit, est modulaire. Donc, si, M. Daouda, comme ton chief est parti, par exemple, donc s'il y a un bon management du offboarding, on doit aller dans Office 365 et puis désactiver l'assistance qui est sur son compte. Pour que cette licence puisse être réutilisée par un nouveau qui va venir après. Vous voyez un peu, non? Mhm. Ce ne sont pas des licences, une fois qu'on a attribué, même si le gars n'est plus là. Non, hein. C'est pourquoi on dit c'est moderne. Si le gars est là pour 3 mois, tu peux lui donner la licence. Après les 3 mois, tu désactives. S'il y a un autre qui vient, tu peux lui donner la même licence, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bon? C'est bon. OK. C'est bon. OK. Donc, vous aurez un lab, sinon le tout premier lab, du coup, avec deux tâches, créer, configurer des comptes utilisateurs, créer un groupe et y ajouter les membres. Donc, c'est ici que vous allez voir l'ajout automatique avec, comment on appelle ça, la mise en place d'un certain nombre de critères. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je vous écoute.